Bonjour à tous et bienvenue, comme chaque semaine on retrouve Daniel Ishbia en vidéoconférence pour déterrer quelques petites anecdotes bien senties sur l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est un jeu vidéo qui est à l'honneur puisqu'il s'agit de Tetris. Alors on va voir un petit peu l'origine de la série et comme je l'ai dit, peut-être des anecdotes plutôt amusantes qu'on connaît pas forcément même lorsqu'on a beaucoup joué à Tetris sur sa Game Boy ou autre. Daniel, c'est à toi. Tetris, je pense que la plupart des gens savent que c'est un jeu qui est né en Russie. Ouais, ça c'est acquis. Seulement, voilà, il est né en 1984, en plein communisme. Ça veut dire à une période où les Russes n'avaient pas de fenêtre sur le monde occidental, ou très peu. Ils ne savaient pas comment c'était l'Amérique, ils ne savaient pas comment fonctionnait la société capitaliste là où on est. Donc, on est dans l'Institut des sciences, qui est l'équivalent un petit peu de l'école polytechnique en France. Il y a cet ingénieur qui s'ennuie, qui s'appelle Alexeï Pajitnov, une des personnes les plus sympathiques que je connaisse. Alors justement, tu l'as rencontré assez récemment pour de longues interviews dans le cadre du bouquin que tu as édité. Oui, dans le cadre de ce livre qui raconte son histoire, qui sort le 27 mai. Je ne sais pas si l'émission aura déjà été diffusée ou pas. Le livre sort le 27 mai 2016. Voilà, donc là-dedans, il y a tout, c'est un peu les verbatims de l'entretien que tu as eu avec le créateur. Exactement. Alors justement, les bonnes feuilles. Voilà. Donc nous sommes en 1984 et Alexeï Pajitnov s'ennuie. Et donc, il programme des puzzles pour passer le temps. Ok. Et un jour, il achète une boîte de pentaminos. Les pentaminos, c'est comme des dominos à 5 faces. On n'est pas encore dans les 4. Et là-dessus, il se dit, tiens, ce serait marrant que je fasse un jeu avec des pentaminos qui tombent, il faut les aligner en bas. Progressivement, il va avoir la règle, quand il y a une ligne qui est complète, elle disparaît. Et ça va donner ce jeu. Mais très vite, il se dit, les pentaminos, c'est trop. Et il va avoir l'idée d'enlever une des faces, d'avoir donc des tétraminos. Okay. Et que le jeu aurait pu s'appeler Pentaminis, mais il n'aurait pas eu le même succès. Donc, une fois qu'il les met sous forme de tétraminos, ça devient totalement addictif. Ses collègues lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Lui-même, il joue à son jeu pendant des heures. Ses collègues prennent l'ordinateur et ils n'arrivent plus à s'arrêter. Donc, très très vite, Tetris se répand comme une traînée de poudre dans Moscou. Il y a un jeune qui s'appelle Vadim Gerasimov qui va le porter sur IBM PC et là-dessus Pajitnov se dit ce serait quand même vachement sympa si le jeu pouvait sortir en Occident et il y a un de ses supérieurs qui s'appelle Victor Bryabin qui envoie le jeu à une édition hongroise qui s'appelle Novotrad. En Hongrie, il y a un gars qui s'appelle Robert Stein qui découvre un jour Tetris alors qu'il vient chez Novotrad chercher des jeux. Robert Stein, c'est un type un peu bizarre. À l'époque où l'Union soviétique ne pouvait pas acheter des PC, des ordinateurs à l'Occident, lui, il les faisait parvenir en pièces détachées par des chemins détournés. Et au bout du compte, il les remontait là-bas. Donc, c'est un peu... Les gens qui m'ont parlé de lui me l'ont décrit comme un type un peu bizarre, quand même. Pas le type un type un peu spécial, mais en même temps, il a fait ce qu'il a fait. Ce type-là, il découvre Tetris, il devient fou, il leur envoie un fax, il dit voilà, je voudrais acquérir les droits de Tetris. Et Pajitnov et son supérieur lui répondent pourquoi pas. Enfin, ils lui répondent quelque chose d'un peu évasif sur un fax. Et à partir de ce simple fax, Robert Stein va aller voir Mirrorsoft en Grande-Bretagne et vendre Tetris. Et là-dessus, l'équivalent de Mirrorsoft en Amérique s'appelle Spectrum Holobyte, va sortir Tetris dans le monde occidental en novembre 87 pour la partie britannique et au début de l'année 88 en Amérique. Et ça va devenir un raz-de-marée, mais vraiment un raz-de-marée. Alors côté droit, comme le jeu a été, a été réalisé dans le cadre de son travail, est-ce que c'est vrai qu'on voulait lui prendre les droits, que son boulot voulait lui prendre les droits sur son jeu ? Ce qui s'est passé surtout, c'est qu'il n'a rien touché dessus. C'est l'État soviétique. L'histoire sera un peu trop longue. C'est l'État soviétique qui a tout récupéré. Et donc, c'est une histoire assez triste sur ce point-là. Enfin bon, on va y venir un peu plus tard. Donc, malgré tout, Tetris est devenu un succès aux USA et puis, progressivement, en Russie, ils apprennent ça et ils se disent, mais eux, Robert Stein, non seulement il leur a vendu tout sur un simple fax, mais il leur a rien reversé. C'est vraiment une histoire... parce qu'il se dit, bon, les soviétiques connaissent rien au monde capitaliste et il est en train de les rouler dans la farine. Et là-dessus, il y a
un type qui s'appelle Nikolai Belikov qui reprend les rênes d'un bureau qui est chargé de l'exportation des produits soviétiques. Et là, quand il découvre qu'ils se sont fait rouler dans la farine comme ça, il demande à rencontrer les gens de Mirrorsoft, il demande à rencontrer beaucoup de gens. Mais au même moment, le hasard veut que Nintendo veut sortir sa Game Boy et qu'ils se disent, bon, il nous faut Tetris pour la Game Boy. Donc Horizon 89, quoi, à peu près. Enfin, un peu avant, on imagine, quoi, s'ils veulent préparer le coup. Et là-dessus, il dépêche un type qui s'appelle Hank Rogers, qui va être chargé de récupérer les droits de Tetris. Je résume un peu l'histoire. L'histoire, elle est rocambolesque. C'est une histoire dont on pourrait vraiment faire un film. Mais grosso modo, Hank Rogers va débarquer en février 89. Tout le monde va se retrouver en même temps chez les Russes. Là, en février 89, il y a un passage du livre qui est complètement dingue, où ils se succèdent les uns les autres. Robert Stein, il arrive, il se fait engueuler parce que bon, il leur a pas donné un sou. Il a tout signé avec un contrat sur un simple fax. Et il y a Maxwell qui arrive parce que Mirrorsoft appartient à Robert Maxwell. Robert Maxwell, maintenant, veut récupérer les droits, mais pas simplement avec le fax. Il veut faire quelque chose de bien. Et Maxwell a commencé à revendre les droits à Atari. C'est un imbroglio de dingue. D'accord. Et là-dessus, Hank Rogers arrive pour Nintendo. Et là, Hank Rogers va avoir un coup de génie. Il arrive chez les Russes, il leur dit, voilà, je voudrais produire Tetris sur les cartouches. Et les types, quand ils voient une cartouche, il leur sort une cartouche de sa mallette. Ils ont jamais vu ça de leur vie. Ils disent, mais c'est quoi? Et donc, ils ont jamais vu une console, ils ont jamais vu une cartouche. Et là-dessus, le coup de génie extraordinaire. Je résume vraiment une histoire qui est très très longue. Okay. Et Rogers va leur dire, vous êtes d'accord que ça, c'est pas un ordinateur, une console? Ils disent, oui, c'est pas un ordinateur. Donc, ils envoient un fax à Robert Stein, le premier gars qui a fait la négociation, avec un addendum du contrat pour dire, vous êtes bien d'accord qu'un ordinateur, c'est un clavier, c'est une unité centrale. Donc vous avez les droits sur ordinateur et nous on les a sur console et on peut les avoir. Donc, on peut les avoir. Parce qu'il a signé qu'il avait les droits de Tetris dans tous les ordinateurs du monde entier. Robert Stein il signe ce fax et il vient de perdre tous les droits de la version console. Il faut savoir qu'à l'époque, donc Maxwell les avait revendus à Atari. Atari en Amérique reçoit un fax disant vous n'avez plus aucun droit sur Tetris, arrêtez de le produire parce que l'Atari se préparait à sortir Tetris sur console. Les mecs sont fous quoi. Et il y a un procès qui a lieu en Californie et que Nintendo va gagner parce que bon. Ok. Et tu as pas d'anecdote sur la négociation du prix par cartouche parce qu'il était offert en fait. Il était offert dans la console, enfin offert entre guillemets dans la console. C'est un livre entier, je veux dire, on a 5-10 minutes là pour résumer. Je vais quand même parler de Pagitnov, parce que Pagitnov là-dessus, malgré tout, il n'a pas touché un sou, mais il devient une star. Il devient une star du logiciel. Et là, il va partir aux États-Unis. Et progressivement, en 96, Hank Rogers, avec qui il est devenu copain, va lui récupérer les droits de Tetris. Il va récupérer les droits de Tetris en 96, alors qu'il s'en est déjà vendu 40 millions de copies. D'accord, donc tout ça, il est passé à côté, quoi. Malgré tout, maintenant, depuis, il vit sur les droits de Tetris. Il a pris sa retraite récemment. Quand même. C'est quand même une histoire qui se finit bien. Pagitnov, lui, un peu dégoûté, enfin, plus ou moins dégoûté par ce qui s'est passé en Russie, va émigrer aux États-Unis. Enfin, Hank Rogers va lui dire, viens là-bas, tu pourras faire du logiciel. Et là-bas, il va quand même être recruté par Microsoft. C'est quand même pas triste, quoi. D'accord. Mais il n'arrivera pas à refaire de gros hits. Et puis, depuis 96, les droits de Tetris sont revenus à la Tetris Company qu'il a fondée avec son copain Hank Rogers. Et maintenant, il recommence à gagner des sous depuis maintenant 96, il commence à vivre, depuis 96, il vit des droits de Tetris. Et quand il est rentré chez Microsoft, il a rien fait de notable en termes de jeu? Non, il a fait un jeu qui s'appelle, entre autres, Pandora's Box, mais ça n'a pas fait Ça n'a pas fait de carton. Ça a fait 100 000 exemplaires pour Microsoft, c'est une petite vente. Ok, très bien, merci Daniel. Donc plus de précision, bien sûr, on l'a bien compris dans l'ouvrage que tu viens de sortir et qui est issu finalement d'entrevues avec le créateur de Tetris, quoi. C'est ça, et là on a fait juste un résumé, c'est un livre, franchement, moi je dis pas ça, c'est rocambolesque comme histoire, on pourrait faire vraiment un film avec, et surtout on voit la société russe évoluer, parce qu'il y a Gorbatchev qui est arrivé en 85, et comme le disent à la fois le gars qui a fait des négociations avec l'Occident en Russie et Pagitnov, ils auraient fini au goulag s'il n'y avait pas eu Gorbatchev. Ok, bon, merci pour toutes les infos, à la semaine prochaine, salut à tous. À plus.